Je pense que beaucoup de gens passent complètement à côté de ce qui est en train de se jouer en ce moment, parce qu'on parle du Moyen-Orient, de tensions, de guerre, mais en réalité, ce qui se passe là-bas pourrait très vite arriver ici. Et je pèse mes mots. Si le détroit d'Ormuz reste bloqué, ce n'est pas une crise lointaine. C'est votre quotidien, en Europe, qui commence à changer. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement, alors prenez une seconde pour liker et vous abonner. Ce genre de sujet mérite une lecture claire, posée et basée sur des données fiables. Alors déjà, je vais être honnête avec vous. Avant de creuser ce sujet, je savais vaguement ce qu'était le détroit d'Ormuz. Je savais que c'était important, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est souvent comme ça avec la géopolitique. On connaît les mots, mais pas les implications. Donc, je suis revenue à quelque chose de très simple, une carte. Et là, tout devient beaucoup plus clair. Le détroit d'Ormuz, c'est un passage maritime très étroit, coincé entre l'Iran d'un côté et Oman de l'autre, à son point le plus serré, on parle d'une trentaine de kilomètres. C'est rien. À l'échelle du commerce mondial, c'est une autoroute, coincée que dans une ruelle. Et là, je suis tombée sur un chiffre qui m'a vraiment fait réfléchir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 28% du pétrole consommé dans le monde transite par ce passage. Un baril sur 5. Essayez de visualiser ça. Imaginez qu'une voiture sur 5 sur Terre dépend d'un seul passage. Et que ce passage peut être bloqué. C'est exactement la situation. Et ce n'est pas tout. Ce détroit ne transporte pas seulement du pétrole, il transporte aussi une part massive du gaz naturel liquéfié, notamment en provenance du Qatar. Et ce gaz, il alimente directement des économies européennes. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, donc ce n'est pas juste un point stratégique. C'est un point vital, un point de passage obligatoire, un goulot d'étranglement de l'économie mondiale. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que ce qui s'y passe ne peut pas rester local. Et c'est là que la situation actuelle devient beaucoup plus inquiétante. Parce qu'on n'est pas dans un scénario théorique, on est dans une situation réelle avec des tensions militaires, des menaces et des incidents. Et à ce moment-là, je me suis posé une question très simple. Qu'est-ce qui se passe si ce passage est réellement perturbé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois? Et la réponse, elle est beaucoup plus directe que ce que je pensais. Parce que ce n'est pas une crise abstraite. C'est une crise qui touche l'énergie, les prix et donc votre quotidien. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc à ce stade, on comprend une chose simple. Le détroit d'Ormuz n'est pas juste important. Il est vital. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que ce détroit, il n'est pas simplement stratégique sur le papier. Il est en train de devenir un point de friction réel. Au début, je pensais qu'on exagérait un peu, qu'on parlait encore une fois d'un scénario catastrophe. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte que la situation est beaucoup plus concrète que ça. On n'est pas dans une hypothèse, on est dans une montée de tension progressive qui s'accélère. Et pour comprendre ça, il faut revenir à quelque chose de très simple. Pourquoi ce détroit est aussi sensible? Parce qu'il est contrôlé, en partie, par un pays qui est aujourd'hui au cœur du conflit, l'Iran. Et là, je trouve que c'est un point qu'on oublie souvent. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas un espace neutre, c'est un espace sous influence. Et donc, un espace qui peut être utilisé comme levier. Et là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus stratégique, parce que ce détroit peut être utilisé comme une arme. Pas une arme classique, mais une arme économique. Et je trouve que c'est ça qui change complètement la manière de voir le conflit. Parce qu'au lieu de frapper directement des cibles militaires, on peut frapper le système. Bloquer un détroit comme celui-là, ce n'est pas attaquer un pays, c'est perturber l'économie mondiale. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut comprendre ici. On n'est plus seulement dans une logique militaire, on est dans une logique de pression globale. Une manière de dire, si vous nous attaquez, on peut faire monter le coût pour tout le monde. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les premiers signaux très concrets. Parce que souvent, ces crises commencent par des détails, des navires qui ralentissent, qui changent d'un an de trajectoire ou qui évitent complètement la zone. Et ça peut paraître anodin, mais en réalité, c'est énorme. Parce que le commerce mondial repose sur une chose très simple, la fluidité. Et dès que cette fluidité est perturbée,
Tout devient plus compliqué, plus lent et surtout plus cher. Et il y a un détail que je trouve particulièrement intéressant. Les assurances. Quand une zone devient risquée, les assurances explosent. Et ça change tout. Parce que même si un navire peut passer, il devient beaucoup plus coûteux de le faire. Et donc, les prix montent. Et évidemment, les marchés ne restent pas passifs. Dès qu'il y a une tension sur un point aussi stratégique, le pétrole réagit. Et ce qui est fascinant, c'est la vitesse. Les marchés n'attendent pas que le détroit soit complètement bloqué. Ils anticipent. Et ça, c'est un point clé. Parce que ça veut dire que les effets économiques arrivent avant même le blocage réel. Autrement dit, il suffit que le risque existe pour que les conséquences commencent. Et là, on sort complètement du cadre local. Parce que ce détroit ne concerne pas seulement le Moyen-Orient. Il concerne l'Europe, l'Asie, les États-Unis, les économies émergentes. C'est un point de passage global. Et donc, une crise globale. Et c'est là que je pense que le point de bascule est intéressant. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un blocage total. Il suffit de quelques attaques, quelques incidents, quelques jours de perturbation pour que la machine s'enraye. Et ça, c'est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Le système fonctionne, tant que tout fonctionne. Mais dès qu'un point critique est touché, tout le reste suit. Et c'est exactement pour ça que je me suis posé cette question. Ok, si cette situation continue, qu'est-ce que ça change pour nous, concrètement? Pas dans un an, pas dans une théorie, mais dans les semaines qui viennent. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Et si le choc Hormuz changeait définitivement la vie des Européens? Et là, je vais être très honnête avec vous. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment complètement ce qui est en train de se jouer. Parce que, oui, aujourd'hui on parle de pétrole, de détroit, de guerre. Mais en réalité, ce qu'on regarde, c'est peut-être le début d'un changement de mode de vie en Europe. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux. Ce que je commence à voir apparaître, et qui m'inquiète, je vais vous dire ce qui m'a marqué dans mes recherches. Ce ne sont pas seulement les prix qui montent, ce sont les réactions politiques qui commencent à émerger. Et ça, c'est toujours le vrai signal faible. 1. Le retour du rationnement. Version moderne, je pense qu'on est en train de glisser doucement vers quelque chose de très concret. Une gestion administrative de l'énergie. Pas demain matin, mais progressivement. Je m'explique. Dans plusieurs pays européens, les discussions commencent déjà. Limitation de carburant par personne, priorisation des professions essentielles, réduction des vitesses sur autoroute, encouragement forcé au télétravail, ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle très fortement la période Covid. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Le choc énergétique peut devenir un outil de régulation sociale. Pas forcément par volonté autoritaire, mais parce que les États n'ont pas d'autre choix. 2. Ce que ça change dans la vie réelle et pas dans les graphiques. Parce que, soyons concrets, je vais vous parler de votre quotidien. Se déplacer devient un luxe. Dans un scénario à 6 mois, le carburant peut dépasser durablement les 2,50 €, voire 3 € le litre. Et là, ça change tout. Trajet domicile-travail réduit, week-end annulé, vacances, repenser zone rurale, pénalisée. Je pense que ça va créer une vraie fracture entre ceux qui peuvent absorber le coût et les autres. L'alimentation devient plus chère et moins stable. Et ça, c'est sous-estimé. Tout dépend du transport. Si le pétrole augmente, les coûts logistiques explosent. Les produits importés deviennent plus rares. Certaines chaînes d'approvisionnement cassent. Résultat, hausse des prix, rayons parfois instables, pression sur les ménages modestes. Et je vous le dis franchement, c'est souvent comme ça que commencent les tensions sociales. Pas avec la géopolitique, avec le panier de courses. Le chauffage devient une variable d'ajustement. Là aussi, je pense que c'est un point clé. Si le gaz est perturbé et il est via le Golfe, les États peuvent être obligés de prioriser industrie, hôpitaux, infrastructures critiques. Et les particuliers, ils s'adaptent. On pourrait voir apparaître des incitations à baisser le chauffage, des hausses de tarifs très fortes des aides, mais insuffisantes. Et là encore, ça crée une tension invisible mais profonde. 3. Ce que l'Europe découvre un peu tard. Je vais être direct. Je pense que cette crise révèle une fragilité structurelle européenne, une dépendance énergétique qu'on croyait maîtrisée. On pensait avoir diversifié. Russie flèche, remplacée partiellement. Renouvelable flèche, en développement, importation globalisée. Mais Hormuz nous rappelle une chose simple.
Une grande partie de l'énergie mondiale passe par un seul point. Et ce point est instable, une perte de contrôle stratégique. Et là, c'est encore plus important. L'Europe ne contrôle pas le détroit, le conflit, les décisions américaines, les réactions iraniennes. Donc, concrètement, elle subit. Et je pense que c'est ça le vrai choc psychologique. 4. Le scénario que je trouve le plus probable. Je vais vous donner mon analyse personnelle. Court terme, 1 mois. Tension forte, mais gérable, prix élevé. Marché nerveux. Communication politique rassurante. Moyen terme, 3 à 6 mois. Là, ça devient sérieux. Inflation énergétique, durable, ralentissement, économique. Première mesure, contraignante. Long terme, 6 mois et plus. Changement structurel possible. Modification des modes de vie. Nouvelles politiques énergétiques. Tension sociale accrue. Et je vais vous dire un truc important. Ce genre de crise ne revient jamais complètement à la normale. 5. Le paradoxe que je trouve le plus frappant. Et là, on revient à Hormuz. L'Iran utilise ce détroit comme levier. Mais en réalité, il touche l'Europe, il touche l'Asie, il touche même ses partenaires indirects. Et au final, tout le monde est perdant. C'est ça que je trouve fascinant et inquiétant. Une arme économique globale qui n'a pas de cible précise. Donc au fond, la vraie question n'est pas « est-ce que le détroit d'Ormuz va rouvrir ?» La vraie question c'est « est-ce que notre mode de vie dépend trop d'un seul point de passage ?» Et moi, ce que je pense, c'est que cette crise est un avertissement. Un avertissement sur notre dépendance énergétique, notre vulnérabilité géopolitique et notre capacité réelle à encaisser un choc global. Parce que quand un détroit à des milliers de kilomètres peut changer votre plein d'essence, ce n'est plus un problème international, c'est devenu un problème personnel.